Somehow, yeah, I can see myself on that, but Imaginez la scène. Dans une industrie qui polit les angles jusqu'à les faire disparaître, elle entre comme une écharde de lumière. Pas de sourire complaisant, pas de clin d'œil publicitaire. Un visage taillé à la serpe, des pommettes qui attrapent l'ombre, un regard fixe qui ne flatte personne. Sur les podiums les plus radicaux, elle ne marche pas, elle tranche. À chaque pas, on croit entendre un tissu se déchirer entre ce que la mode exige et ce qu'elle ose montrer. Marie Pilleraison ne cherche pas la beauté, elle la met au défi. On l'a dite trop étrange pour la beauté classique, trop belle pour l'étrangeté pure. Ce paradoxe, elle l'habite comme une seconde peau. Les coiffeurs tirent, les maquilleurs effacent, les stylistes accumulent les volumes. Elle, impassible, laisse son silence faire le bruit le plus fort de la salle. Sur le front row, les téléphones montent, hésitent, cadrent. Le plan serré ne pardonne rien. C'est précisément là qu'elle devient inoubliable. Car il y a, dans sa manière de livrer un vêtement, quelque chose d'un rituel. Un refus du joli, une fidélité au vrai. Elle semble sortie d'une photographie argentique retrouvée au fond d'une archive, et pourtant, à chaque apparition, l'air devient contemporain. Pourquoi revient-elle toujours là où la mode expérimente le danger ? D'où vient cette détermination qui transforme la fragilité en signature ? Ce soir, nous ouvrons l'archive vivante d'un visage qui a appris à ne pas plaire pour mieux marquer. Née dans la petite commune de Givors, au sud-ouest de Lyon, Marie Piovesan a grandi loin des vitrines étincelantes et des défilés lumineux. Sa ville, marquée par les cheminées d'usines et les façades ternies, respirait l'odeur du métal chaud et du café noir du matin. Ses parents, ouvriers modestes, travaillaient dur pour maintenir un foyer stable dans un environnement où l'avenir semblait tracé d'avance. Un emploi local, une vie rythmée par les mêmes rues et les mêmes visages. La mode, dans ce décor, relevait presque du conte étranger, réservé à celles et ceux nés dans les capitales ou dans des familles au carnet d'adresses bien fourni. Enfant, Marie se distinguait déjà sans le vouloir. Grande pour son âge, fine au point d'inquiéter les grands-mères du quartier, elle possédait ce visage énigmatique qui semblait hésiter entre douceur et sévérité. À l'école, certains camarades chuchotaient qu'elle avait une tête bizarre, incapable de mettre des mots sur cette beauté hors des codes familiers. Cette différence, au lieu d'être célébrée, était souvent source d'isolement. Marie, silencieuse, observait plus qu'elle ne participait, se forgeant ainsi un monde intérieur riche, peuplé de dessins griffonnés dans ses cahiers et d'images découpées dans les rares magazines de mode qu'elle parvenait à se procurer. Sa famille, d'origine italienne, lui a transmis un rapport ambivalent à l'apparence. D'un côté, l'importance de bien se tenir et de présenter une image soignée, héritage de la dignité ouvrière. De l'autre, une certaine méfiance envers la coquetterie excessive, jugée frivole ou déconnectée de la vraie vie. Ainsi, chez les Piovesan, on parlait peu de mode, sauf pour en moquer les excès. Marie, pourtant, y voyait autre chose. Un langage silencieux capable de transformer un corps en histoire, un visage en énigme. Adolescente, elle se replia davantage sur elle-même, cherchant refuge dans la lecture et la musique. Le rock alternatif et les pages glacées de Vogue ou Numéro devenaient ses portes de sortie. Elle n'avait pas l'ambition d'être mannequin, l'idée même semblait ridicule dans son contexte, mais elle nourrissait une fascination pour ces figures longilignes qui semblaient flotter au-dessus du monde réel. Dans sa ville, la culture de l'uniformité pesait lourd. Porter un vêtement trop audacieux, se coiffer autrement, c'était s'exposer aux regards insistants, voire à des moqueries. Marie expérimenta pourtant, à sa manière discrète. Un manteau d'homme trouvé dans une friperie, une chemise trop large portée comme une armure. Chaque choix vestimentaire devenait une petite déclaration silencieuse contre la banalité. Elle découvrait, sans le formuler encore, que la mode pouvait être une protection autant qu'une provocation. Les étés passés chez sa grand-mère en Italie élargirent encore sa sensibilité. Là-bas, les marchés regorgeaient de tissus colorés, de foulards légers, de silhouettes théâtrales. Les femmes de la famille parlaient fort, riaient en roulant les airs et portaient des bijoux imposants comme si c'était une évidence. Marie observait ces gestes, cette confiance instinctive, et en gardait une impression persistante. On pouvait habiter un vêtement comme on habite un rôle. Pourtant, derrière cette curiosité esthétique, il y avait une conscience aiguë de ses propres limites.
Ses parents répétaient qu'il fallait un vrai métier pour ne pas finir sans filet de sécurité. L'idée de quitter Givors paraissait lointaine, presque irréaliste, mais Marie sentait une tension grandissante. Rester dans un cadre rassurant mais étouffant, ou céder à l'appel diffus d'un ailleurs qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Elle se souvenait d'un moment précis. Un soir d'automne, rentrant de l'école, elle s'était arrêtée devant la vitrine fermée d'un magasin de vêtements de seconde main. Un manteau rouge vif y trônait, disproportionné, presque théâtral. Elle était restée plantée là plusieurs minutes, hypnotisée. Ce n'était pas un coup de foudre pour l'objet, mais pour l'idée qu'il portait, celle de pouvoir se réinventer entièrement, de revêtir une identité neuve. Cette sensation, fugace mais puissante, allait l'accompagner bien avant que le monde de la mode ne frappât sa porte. Loin des podiums, dans cette adolescence faite de contraintes silencieuses et d'échappées imaginaires, se construisait déjà la matière brute de ce que Marie allait offrir plus tard. Une présence indomptée, façonnée par la distance, la différence et un regard obstiné sur ce que les autres ne voient pas. La bascule ne s'est pas produite dans un décor de cinéma, ni lors d'une rencontre orchestrée par le hasard glamour que les magazines aiment raconter. Elle s'est jouée un après-midi gris dans une rue de Lyon, alors que Marie Piovesan sortait d'un entretien pour un emploi administratif. Elle portait un manteau trop grand, ses cheveux attachés à la va-vite et son regard, comme souvent, fuyait les passants. C'est pourtant ce jour-là qu'une silhouette inconnue s'est approchée. Une jeune femme aux boucles brunes qui s'est présentée comme assistante d'un photographe local. Elle avait repéré chez Marie quelque chose qui ne relevait ni de la beauté conventionnelle ni du charme ordinaire. Une structure osseuse rare, une intensité presque intimidante. D'abord, Marie pensa à une mauvaise blague. Les agences, les castings, tout cela lui paraissait un monde étranger, codé, fermé. Mais la jeune femme insista, lui proposant de passer au studio pour juste quelques photos d'essai. Par curiosité, et peut-être aussi par envie secrète de vérifier si ce qu'on voyait en elle pouvait avoir une valeur ailleurs, Marie accepta. Le studio était installé dans un ancien entrepôt, avec de grandes baies vitrées qui laissaient entrer une lumière froide. Le photographe, un homme à l'allure effacée mais au regard précis, l'observa longuement avant de lui demander simplement de rester là, comme elle est. Pas de maquillage, pas de coiffure élaborée. Juste elle, son manteau usé et ses mains croisées maladroitement. Les clichés qui en résultèrent frappèrent Marie autant que l'équipe présente. Elle ne se reconnaissait pas tout à fait, et pourtant, elle se retrouvait enfin. Son visage, qu'on disait étrange ou sévère, prenait sur papier une dimension presque sculpturale. L'assistante transmit les photos à un contact dans une petite agence lyonnaise. Le premier rendez-vous fut un mélange de compliments et de réserves. On la trouvait fascinante, mais pas assez commerciale pour les campagnes traditionnelles. Cependant, un booker parisien de passage, tombé par hasard sur son dossier, demanda à la rencontrer à Paris. Marie hésita. Ses parents, prudents, lui rappelèrent qu'elle avait un CDI en vue et qu'il ne fallait pas perdre son temps dans des rêves incertains. Mais cette fois, elle sentit que refuser serait étouffer quelque chose de vital. Le trajet en train vers Paris fut un mélange d'excitation et de peur. Dans le bureau lumineux de l'agence, entouré de posters de mannequins célèbres, elle se sentit minuscule. Pourtant, lorsqu'on lui demanda de marcher, elle adopta instinctivement une démarche mesurée, droite, presque distante. Les agents échangèrent un regard complice. Ce détachement, cette absence de séduction forcée, c'était exactement ce que recherchaient certains créateurs. Le vrai test arriva quelques semaines plus tard, lorsqu'elle fut envoyée à un casting pour un défilé prêt-à-porter d'une maison parisienne réputée pour son esthétique conceptuelle. La salle d'attente était remplie de jeunes femmes impeccables, talons hauts, coiffure étudiée. Marie, elle, portait un pantalon noir simple et un pull large. Lorsqu'elle entra, le directeur de casting lui demanda de retirer ses chaussures et de marcher pieds nus. Elle obéit. Avançant lentement, le regard fixé droit devant. Un silence s'installa, suivi d'un « merci », bref, mais affirmatif. Quelques jours plus tard, elle apprit qu'elle était retenue. Sur ce premier podium, au milieu de silhouettes sophistiquées, sa présence brute fit mouche. Les critiques notèrent un visage hypnotique, presque inquiétant, qui attire l'œil sans le flatter. Ce n'était pas un compliment dans le sens classique, mais c'était exactement ce qui allait définir sa place dans l'industrie. Les débuts restèrent hésitants. Entre les petits cachets et les castings infructueux, Marie découvrit la dureté du métier. Les journées entières à attendre pour quelques minutes d'audition, les refus non motivés,
les regards scrutateurs qui dissèquent chaque millimètre de votre apparence. Mais elle apprit aussi à comprendre ses forces. Là où d'autres forçaient un sourire, elle gardait son calme. Là où on exigeait une démarche fluide, elle imposait un pas ferme, presque mécanique, qui intriguait plus qu'il ne séduisait. Un moment marquant fut une séance photo pour un magazine indépendant, où le styliste décida de lui raser une partie des sourcils pour accentuer son regard. Marie accepta sans protester, intriguée par l'idée de se transformer pour l'image. Le résultat, publié en noir et blanc, circula rapidement dans les cercles de la mode alternative. Son nom commença à apparaître dans les listes courtes des créateurs avant-gardistes. Ce n'était pas un chemin tracé d'avance. Chaque opportunité semblait fragile, susceptible de disparaître à la moindre erreur. Mais Marie sentait qu'elle avait trouvé un espace où sa différence n'était pas seulement tolérée, elle était nécessaire. Ce monde qu'elle avait d'abord regardé de loin devenait un terrain de jeu où elle pouvait enfin expérimenter sans s'excuser d'être elle-même. Et c'est ainsi par une suite de rencontres improbables, de choix instinctifs et de refus assumés, qu'elle franchissait la ligne invisible entre la périphérie et le centre de la mode. Une ligne qu'elle allait par la suite continuer à déplacer à sa manière, parfois au risque de tout perdre. Paris, Milan, Londres, New York, en l'espace de 2 saisons, le nom de Marie Piovesan se retrouva sur les listings des défilés les plus convoités. Pourtant, elle ne ressemblait à aucune des figures que l'on associait à la réussite éclatante dans la mode. Pas de sourire aux journalistes en backstage, pas d'auto-mise en scène sur les réseaux sociaux. Son visage, anguleux et impassible, devenait un écran sur lequel chaque créateur projetait son univers. Sa percée spectaculaire eut lieu lors de la Fashion Week parisienne, quand elle ouvrit le défilé d'une maison iconique connue pour ses mises en scène presque théâtrales. Les lumières s'éteignirent, un faisceau blanc découpa l'allée et Marie avança, drapée d'une robe structurée qui semblait taillée dans du métal liquide. Le public, surpris par cette présence qui imposait le silence, suivit chacun de ses pas, comme en suit une procession. Les critiques parlèrent d'une apparition, d'une force tranquille qui rend le vêtement vivant. Cette prestation ouvrit une série de collaborations prestigieuses. Chez Givenchy, on l'habilla de silhouettes sombres et sculpturales, accentuant l'intensité de son regard. Chez Balenciaga, sa démarche mécanique devint un élément central de la mise en scène. Elle défilait aussi bien pour les maisons historiques, comme Chanel ou Valentino, que pour les créateurs conceptuels dont les shows se tenaient dans des lieux inattendus. Un entrepôt désaffecté, un parking souterrain, une serre botanique. Ce qui frappait, au-delà de sa polyvalence, c'était sa capacité à se fondre dans l'univers de chaque collection, tout en conservant une empreinte personnelle. On pouvait la transformer en icône futuriste, en héroïne victorienne ou en muse minimaliste. Le résultat restait immédiatement reconnaissable. Les photographes de backstage adoraient la capturer entre 2 passages, assise dans un coin, concentrée, le visage nu, comme si elle était ailleurs. Un moment charnière survint lors d'une campagne photographique signée par un maître du noir et blanc. La série, publiée dans un magazine international, présentait Marie dans une lumière crue, sans retouche visible. Ses traits, loin d'être adoucis, étaient soulignés, ses cernes étaient visibles, sa bouche détendue. Ce choix audacieux fit parler, certains saluèrent l'honnêteté, d'autres critiquèrent l'absence de perfection. Marie, fidèle à elle-même, resta en dehors du débat, convaincue que l'image devait susciter des réactions, pas l'unanimité. Sa présence ne se limitait pas au podium. Elle devint le visage de campagne pour des marques de parfums et d'accessoires, où son aura mystérieuse offrait une alternative radicale au visage souriant et interchangeable. Les directeurs artistiques la sollicitaient précisément pour ce refus implicite de séduire de manière frontale. Dans les coulisses, son attitude restait inchangée. Elle travaillait avec précision, écoutant les instructions sans bavardage inutile, s'adaptant aux changements des dernières minutes. Les maquilleurs appréciaient cette patience, les stylistes louaient sa compréhension instinctive de la silhouette. Mais Marie gardait ses distances. Pas de confidence sur sa vie personnelle, pas de mondanité superflue. Cette réserve, paradoxalement, alimentait son aura. Dans un milieu où tout s'expose, son silence devenait une forme de signature. Les rares interviews qu'elle accordait étaient mesurées, presque minimalistes, laissant toujours une part de mystère. On lui prêtait une intelligence stratégique, celle de ne pas saturer l'espace médiatique, pour que chaque apparition ait l'effet d'un événement. En quelques années, Marie Piovesan avait atteint un statut envié.
celui d'une mannequin à la fois muse des créateurs les plus avant-gardistes et figure respectée des grandes maisons. Mais derrière cette ascension maîtrisée, elle savait que la mode est un cycle rapide, toujours en quête de nouveautés. C'est peut-être pour cela qu'elle choisissait ses projets avec une exigence presque inflexible, refusant ce qui ne lui semblait pas aligné avec son esthétique ou ses valeurs. C'est aussi dans cette période qu'elle commençait à percevoir les premiers signes d'un tiraillement intérieur. Rester au sommet exigeait un investissement constant, une disponibilité totale pour les voyages, les shootings, les répétitions. Or, Marie sentait qu'une autre phase de sa vie, plus introspective, pourrait bientôt réclamer sa place. Mais pour l'instant, sous les projecteurs des 4 capitales, elle avançait, immuable, comme une énigme que la mode tentait encore de déchiffrer. Dans un univers où l'on attend des mannequins qu'elles se plient au code sans poser de questions, Marie Piovan a toujours entretenu une distance instinctive avec les règles établies. Elle n'a jamais cherché à devenir le visage consensuel que l'on appose sur toutes les campagnes. Au contraire, elle cultivait une singularité presque radicale, quitte à refuser des opportunités considérées comme des passages obligés pour une carrière au sommet. Son premier geste fort fut de décliner un contrat lucratif pour une marque de fast fashion. Les raisons étaient simples pour elle, mais peu communes dans l'industrie. Refus d'associer son image à une production de masse qu'elle jugeait contraire à l'artisanat et à l'authenticité qu'elle défendait. Cette décision surprit ses agents, certains craignant qu'elle ne se ferme des portes. Mais Marie assumait. Elle préférait défiler pour un jeune créateur sans budget plutôt que pour une multinationale qui uniformise les silhouettes. Sa résistance ne s'arrêtait pas là. Sur certains shootings, elle imposait de conserver ses traits naturels, sans effacer ses cernes ni lisser sa peau à outrance. « Si vous voulez que je ressemble à quelqu'un d'autre, prenez cette personne », avait-elle lancé un jour à un directeur artistique trop insistant. Cette franchise, inhabituelle dans un milieu souvent soumis au compromis, renforçait sa réputation de femme intègre et difficile à acheter. Elle s'opposait également à une certaine culture de l'exposition permanente. Alors que beaucoup de mannequins multipliaient les publications sur les réseaux sociaux pour entretenir leur visibilité, Marie choisissait de n'y partager que l'essentiel, parfois des mois après les faits. Ses comptes restaient sobres, presque austères, composés d'images en noir et blanc, de portraits volés et de fragments poétiques. Une manière de rappeler que son métier se vivait avant tout sur le podium et devant l'objectif, pas dans le flux numérique incessant. Sa vision de la mode, elle la défendait aussi par des collaborations atypiques. Elle acceptait de travailler avec des artistes plasticiens, de participer à des performances dans des galeries ou de poser pour des projets éditoriaux qui ne lui rapportaient rien financièrement, mais nourrissaient son imaginaire. Elle se souvenait d'un shooting où elle avait dû rester immobile pendant plusieurs heures, le visage partiellement caché par une sculpture en verre. L'image finale, abstraite et presque dérangeante, fut saluée dans le milieu de l'art contemporain. Face aux pressions physiques imposées par l'industrie, Marie ne cédait pas non plus. Lorsque certaines agences lui suggéraient de perdre 1-2 kilos pour correspondre aux mensurations idéales de certains créateurs, elle répondit par un refus catégorique. « Mon corps est mon outil, pas votre propriété ». Cette phrase, rapportée par un assistant, fit le tour des coulisses et inspira discrètement d'autres jeunes mannequins à poser leurs limites. Elle prit aussi position publiquement sur la question de la diversité esthétique. Dans une rare interview, elle déclara « Si tout le monde se ressemble sur un podium, c'est que la mode a échoué à refléter le monde ». Ces mots, prononcés sans animosité mais avec conviction, furent repris par plusieurs médias spécialisés. Même si elle n'aimait pas se voir comme une porte-parole, son attitude devenait un exemple concret d'une résistance silencieuse mais efficace. Cette manière de dire non, de choisir ses projets avec rigueur et de protéger son image contre la dilution commerciale, fit d'elle une figure respectée par les créateurs les plus exigeants. Certains voyaient en elle une alliée dans leur propre combat contre la standardisation. D'autres, plus pragmatiques, la considéraient comme une carte rare à jouer au bon moment. Au fond, Marie n'avait pas pour ambition de changer la mode, mais en restant fidèle à ses valeurs, elle traçait une ligne claire entre ce qu'elle acceptait et ce qu'elle rejetait, prouvant qu'il était possible de réussir sans tout sacrifier à l'adhésion. Ce n'était pas le chemin le plus rapide, ni le plus rentable, mais c'était le sien, et il portait la marque indélébile de son indépendance. Après plusieurs saisons au sommet, les apparitions de Marie Piovesan commencèrent à se faire plus rares. Ce n'était pas un scandale tapageur ni une rupture publique avec l'industrie, mais plutôt une disparition progressive, presque imperceptible pour ceux qui ne suivaient pas attentivement les coulisses. Les initiés, eux, remarquèrent vite son absence des listings de défilés majeurs et de campagnes visibles. Tout avait commencé par une fatigue persistante. Les voyages incessants, les décalages horaires, les séances photos de nuit et les changements de fuseau horaire laissaient peu de place au repos.
Marie, qui jusque-là tenait grâce à une discipline silencieuse, sentit son corps protester. Un malaise sur un shooting à New York l'obligea à interrompre la séance. Elle parla d'épuisement, mais les médecins évoquèrent un surmenage sérieux, avec un risque de rechute si elle ne ralentissait pas. Elle prit alors la décision de suspendre ses engagements pendant quelques mois. Officiellement, il s'agissait d'une pause pour projet personnel. En réalité, elle se retirait dans un appartement discret à Lyon, loin des studios et des podiums. Cette retraite volontaire alimenta les rumeurs. Certains parlaient d'un conflit avec son agence, d'autres évoquaient un désaccord avec un grand créateur. Marie ne confirma ni n'infirma rien, laissant planer un silence qui ne faisait qu'attiser la curiosité. Les rares fois où elle réapparaissait publiquement, c'était dans des contextes inattendus. Une exposition photo dans une petite galerie, une collaboration avec un créateur émergent pour une collection capsule non commercialisée. Plus aucune trace des tapis rouges ou des front rows clinquants. Elle semblait vouloir retrouver un rapport plus intime à l'image, libérée de l'urgence médiatique. Dans ce retrait, il y eut aussi des pertes personnelles. Un décès dans sa famille la toucha profondément, renforçant son besoin de se recentrer sur l'essentiel. Les longues conversations avec ses proches, les promenades dans les rues familières de Givors, les lectures et les dessins retrouvèrent une place centrale dans sa vie. Pour certains, cette absence prolongée signait la fin d'une carrière. Dans la mode, l'oubli est rapide et souvent définitif. Mais pour Marie, c'était une forme de survie. Elle savait que revenir trop tôt sans avoir retrouvé son équilibre ne ferait que précipiter un effondrement plus grave. Alors elle accepta le prix de cette invisibilité choisie, consciente que sa valeur ne se mesurait pas uniquement en couverture de magazine ou en minutes sur un podium. Lorsqu'elle referma la porte sur cette période, ce n'était pas pour disparaître complètement, mais pour revenir, à sa manière, et peut-être sous une forme que la mode ne s'attendait pas à voir. Aujourd'hui, le nom de Marie Piovessen résonne comme celui d'une apparition rare, d'une figure qui a traversé la mode sans jamais s'y dissoudre. Elle n'a pas laissé derrière elle une avalanche de couvertures ou de campagnes omniprésentes, mais une empreinte beaucoup plus subtile, celle d'un visage qui a appris à dire non, d'une silhouette qui a refusé de se plier aux exigences d'uniformité. Dans un milieu obsédé par la nouveauté, elle a rappelé que la singularité ne se construit pas dans la course effrénée, mais dans la constance des choix. Ses défilés pour les maisons avant-gardistes, ses campagnes minimalistes et ses collaborations artistiques ont contribué à élargir la définition de la beauté sur les podiums. De nombreuses jeunes mannequins citent aujourd'hui son nom comme une inspiration, non pour sa trajectoire fulgurante, mais pour sa capacité à préserver son intégrité au cœur d'un système souvent impitoyable. Sa disparition partielle des radars médiatiques a paradoxalement renforcé son aura. On se souvient d'elle comme d'une énigme, ni muse docile, ni rebelle tapageuse, mais une présence qui imposait le silence et la réflexion. Dans les écoles de mode, on analyse encore ces défilés comme des exemples de présence habitée, cette manière unique de faire exister un vêtement sans s'effacer derrière lui. Peut-être que si elle revenait aujourd'hui, la mode, plus avide que jamais de diversité et d'authenticité, serait prête à l'accueillir différemment. Ou peut-être que Marie, fidèle à elle-même, préférerait rester dans l'ombre, laissant aux autres le soin de deviner si elle est vraiment partie ou simplement ailleurs.